Monsieur le maire de Ducé, cher Denis Laporte, merci de vous accueillir dans votre cité et merci des paroles chaleureuses que vous avez bien voulu avoir à mon égard. Je voudrais saluer aussi très amicalement votre député, cher Gwenaël Huet, qui m'accompagne depuis ce matin. Je suis arrivé effectivement dans ce département à l'heure du déjeuner, nous ne nous sommes pas quittés. Je voudrais aussi le remercier de ce qu'il vient de dire devant vous et du soutien qu'il a choisi de m'apporter. Je voudrais saluer aussi le président de votre conseil départemental, le cher Philippe Basse. Et vous saluez tous. Ne pensez pas à Ducé, avec la concurrence. C'est quoi ça ce soir? C'est PSG Bordeaux? Non, pas Bordeaux. Non, ça sera l'UBB demain. Je ne pensais pas que vous viendriez aussi nombreux. Mais j'ai reçu le fanion de votre club de foot tout à l'heure. C'est pour ça que vous êtes ici. Je suis parmi vous ce soir d'abord pour soutenir David Margueritte, la tête de liste de l'Union de la droite et du centre dans la Manche. Cher David, vous avez fait le choix de vous ancrer dans le bastion socialiste de Cherbourg, que vous avez fait vaciller l'année dernière. Il faut continuer votre offensive. Nous avons besoin de votre énergie et de votre détermination. Vous venez de nous en donner à nouveau la démonstration. Et je suis sûr qu'avec vous, la Normandie réunifiée va basculer du bon côté. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Cette victoire est apportée car nous avons ici comme ailleurs réussi l'union derrière Hervé Morin. Je sais qu'Hervé n'a pas pu se libérer ce soir, je l'ai eu au téléphone ce matin. Nous le connaissons bien, j'ai pu apprécier ses qualités, son engagement tout au long de sa vie politique, qui l'a conduit aux plus hautes responsabilités, notamment à ce ministère de la Défense dans lequel je lui ai succédé brièvement. Il a évidemment tout mon soutien dans cette campagne. Je m'engage à ses côtés, à vos côtés, pour la Normandie conquérante. Et je salue ici ce soir la très belle campagne qu'il a engagée avec vous tous. Cher David, vous avez des élus sur qui vous pouvez vous appuyer, sur ce magnifique territoire qui, de Granville-Lague, de Barfleur aux plages du débarquement, offre parmi les plus beaux paysages de France. C'est un Aquilin qui le dit. Ici, la terre et la mer ont pris la couleur du sang des héros de la liberté. Votre département a la chance d'être présidé par un homme exceptionnel, que je connais depuis longtemps et dont j'apprécie la droiture, les compétences, les convictions, mais aussi la résolution de l'action. Merci, cher Philippe, de ce que vous avez dit. Vous savez, on parle beaucoup de 95, 97. On reconstruit l'histoire. On explique qu'à l'époque, j'ai cédé devant la rue. Vous savez qu'il y avait du monde dans la rue. Et nous n'avons pas cédé. Pas surtout, en tout cas. Nous n'avons pas fait la réforme des régimes spéciaux, mais grâce à vous, grâce à Jacques Barrot, pardon, nous avons réalisé la réforme de l'assurance maladie qui est encore aujourd'hui bien vivante. Et je sais toute l'aide que vous m'avez apportée à cette époque. Donc je souhaite que vous puissiez continuer à présider aux destinées de ce département, surtout dans le contexte difficile que connaissent les collectivités territoriales. Ce département a besoin d'un capitaine qui tienne bien le cap. Vous avez la chance, j'espère que vous la mesurez ici, d'avoir un président départemental qui compte à Paris, qui est capable de relayer les dossiers de votre département, qui vous défend efficacement. Alors, si j'ai un seul conseil à vous donner, gardez-le. Faisons donc en sorte qu'en juillet prochain, lors du départ du Tour de France au Mont-Saint-Michel, nous soyons fiers des couleurs de la Normandie et du département de la Manche. Ce département, j'y suis attaché. J'y ai des attaches familiales depuis 25 ans maintenant. Isabelle m'a bien rappelé que demain, si je passe à Saint-Lô, je passerai dans sa ville natale. J'y viens régulièrement et j'ai pu en découvrir petit à petit toutes les beautés. J'ai un programme chargé. Aujourd'hui, depuis mon arrivée à l'heure du déjeuner, le Mont-Saint-Michel d'abord, c'est un lieu qui m'a toujours fasciné. Je suis passé il y a quelque temps, les travaux n'étaient pas terminés, et j'ai vu aujourd'hui à quel point il avait été remis en valeur par ce rétablissement de sa vocation maritime.
C'est un lieu de beauté qui attire des millions de visiteurs. C'est aussi un lieu de spiritualité. Et j'ai été heureux d'y rencontrer les responsables des fraternités de Jérusalem, avec lesquels j'ai eu un moment d'entretien. Ça m'a donné envie de faire retraite. Pas tout de suite. On verra plus tard. Et puis, le Mont-Saint-Michel, c'est aussi le patrimoine de la France. Son patrimoine architectural, son patrimoine naturel, son patrimoine intellectuel et spirituel. Et dans ce monde un peu déboussolé dans lequel nous vivons, nous avons besoin de nous rattacher à nos racines et à notre patrimoine. Dans le mot de patrimoine, il y a le mot de père, il y a le mot de patrie, la terre de nos pères, précisément. Et je crois que c'est ce qui explique cette émotion que nous ressentons tous quand nous sommes devant le Mont. Et je sais que la Manche est aussi un département d'une grande modernité, un grand département agricole, et aussi un grand département industriel avec des pôles majeurs et beaucoup de PME extrêmement dynamiques. J'ai passé un moment formidable parmi les responsables des tricots Saint-Jacques. Je voudrais remercier ces responsables, ces dirigeants, puisqu'ils ont demandé à leur personnel de m'attendre. Voilà. Ils sont restés un petit peu plus longtemps que prévu pour que je puisse visiter avec eux ces ateliers. Voilà l'exemple d'une PME qui travaille dans un secteur qui s'est beaucoup contracté dans l'économie française. Le textile a perdu des milliers d'emplois. Ils apportent la démonstration que quand une entreprise est bien dirigée, là c'est par ses propres cadres qui l'ont racheté, quand elle sait innover, quand elle sait surtout se déployer sur les marchés extérieurs, quand elle sait aller chercher la croissance là où elle est, à l'exportation, eh bien, elle a un chiffre d'affaires qui augmente à 2 chiffres, après ce qui va être dit, et elle continue à recruter. Je crois qu'on peut, à travers les tricots Saint-James, applaudir les PME françaises, qui sont notre force principale. Terre d'innovation aussi que la Manche, ça sera pour demain matin, puisque j'irai visiter les énergies du futur renouvelables. Et Dieu sait si nous en avons besoin, qu'elles soient éoliennes, qu'elles soient du biogaz, qu'elles soient à l'hydrogène. Je pense que vous avez tous conscience qu'il va se passer quelque chose de capital, de vital, au sens propre du terme, en décembre prochain à Paris, dans ce qu'on appelle la COP21, la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Faisons confiance à nos gouvernements pour trouver un accord, mais nous aurons d'autant plus confiance que nous mettrons la pression sur nos gouvernements. Donc je vous appelle à vous mobiliser, tous, associations, ONG, collectivités territoriales, nous faisons beaucoup dans nos communes. Il faut que nous lancions un appel à nos gouvernements pour qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils arrivent à Paris en décembre à un accord ambitieux et contraignant pour sauver la planète, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis, dans ce séjour ici, dans la Manche, j'ai rencontré beaucoup d'élus, beaucoup de maires, beaucoup d'élus départementaux, beaucoup d'élus municipaux, et j'ai tenu à leur dire toute ma solidarité. C'est difficile aujourd'hui d'être maire. Moi, je suis maire d'une grande ville. Je dis toujours qu'il n'y a pas de petits maires. Il y a des petites communes, mais il n'y a pas de petits maires. Parce que dans les petites communes, plus que partout ailleurs, peut-être, les maires sont la colonne vertébrale de notre société. Ils sont toujours en première ligne. Dès qu'il y a un incendie, une inondation, un problème, eh bien c'est à eux qu'on fait appel. Or aujourd'hui, nous les maires, nous sommes maltraités. Et je crois qu'il faudra le dire avec beaucoup de solennité, beaucoup de force en novembre prochain, à l'occasion du Congrès des maires de France. Nous sommes maltraités parce que d'abord, on nous coupe les vivres, et en même temps, on nous colle des dépenses supplémentaires. Et on nous met un choix impossible, ou bien augmenter les impôts, ou bien couper dans nos budgets d'investissement. Et à ce moment-là, nos fédérations départementales du BTP, du bâtiment et des travaux publics, protestent. Parce qu'on sait bien que ce sont nos collectivités qui sont les premiers investisseurs. Vous avez vu le tour de passe-passe auquel s'est livré notre président de la République. Moi, président, je diminue les impôts. Personne n'a oublié de combien il les a augmentés. Et cette année, c'est moins de 2 milliards. Et comment on fait? On pique l'argent aux collectivités territoriales et on oblige les maires à augmenter les impôts. Donc nous sommes les moutons noirs qui augmentons les impôts alors que le président se flatte de les baisser. Voilà le tour de passe-passe auquel nous assistons aujourd'hui et qu'il faut dénoncer. D'autant que, outre les contraintes budgétaires qu'on nous met sur le dos, eh bien, on nous impose des réformes
qui se succèdent et qui, évidemment, créent un grand climat d'instabilité dans nos collectivités. On avait fait un découpage des intercommunalités il y a 3 ou 4 ans. Le besoin n'était pas absolument évident de recommencer aujourd'hui, avec une pression qu'on nous met et des délais extrêmement rapprochés. Et puis il y a cette réforme régionale, que je considère pour ma part comme extrêmement cafouilleuse, ni faite ni à faire. Rendez-vous compte, on a reconstitué le duché d'Aliénor d'Aquitaine. C'est chez moi ça. Ça va de Guéret dans la Creuse jusqu'à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc la conséquence de ces très grandes régions, c'est que, bien entendu, les départements restent incontournables. Où vont être les économies? Où seront les économies d'échelle? En tout cas, pas tout de suite. Il faudra beaucoup de détermination et de volonté pour en tirer le meilleur parti. Alors, vous m'interrogez souvent en me disant « Mais qu'est-ce que vous ferez en 2017 ? Quel sera le sort de cette réforme ?» Je pourrais peut-être faire plaisir à certains maires ou à certains élus locaux en disant « On va tout remettre à zéro. On repartira en terrain plat. » Je ne vois pas comment on va pouvoir dire aux conseillers départementaux qui ont été élus il y a quelques mois qu'ils rentrent chez eux. Je ne vois pas comment on va pouvoir dire aux conseillers régionaux, on va élire au mois de décembre, qu'on les renvoie aussi chez eux. Donc je pense qu'il faudra vivre avec, à condition de remettre dans ces réformes plus de souplesse, plus d'expérimentation, plus de volontariat, sans imposer le même cadre à tout le monde, qu'on soit dans une grande métropole comme Bordeaux ou qu'on soit dans une commune rurale. Donc il faudra adapter la gestion locale aux réalités des territoires par le libre jeu de la discussion et du contrat au niveau local. Permettre par exemple que dans les cadres des grandes régions qui viennent d'être créées, les départements qui le souhaitent puissent mutualiser leurs services et même fusionner, ou encore que les régions puissent déléguer aux départements l'exercice de certaines compétences. Bref, mon mot d'ordre, ce sera souplesse, expérimentation, volontariat. Et complémentarité des territoires. Dans ma région, par exemple, on est très inquiet, parfois, à Limoges, à Poitiers ou ailleurs, des ambitions de Bordeaux. Il est vrai que Bordeaux se porte bien. Pas dire le contraire. C'est devenu une ville très attractive. Mais de grâce, ne posons pas toujours les problèmes en termes d'antagonisme. Le fait que Bordeaux soit en forme, que ce soit une ville attractive, profite à tous nos territoires, ne serait-ce que sur le plan du tourisme. J'avais dans ma ville 2 millions de touristes en 2000, il y en a 6 millions aujourd'hui. Ces touristes, ils restent pas dans Bordeaux, ils partent dans le vignoble, ils vont à Pauillac, puis après dans le Médoc, ils vont à Libourne, puis après dans le Saint-Émilion. Et donc il faut jouer la complémentarité et la synergie de nos territoires, de façon à faire en sorte que les uns profitent du dynamisme des autres, plutôt que de se neutraliser, à condition bien sûr de développer en même temps une ambitieuse politique d'aménagement du territoire qui nous manque aujourd'hui. Parce que j'ai bien conscience que les territoires ruraux sont en souffrance, qu'ils se sentent délaissés, parfois même abandonnés. Il faut donc développer cette politique d'aménagement du territoire qui rétablira l'égalité de nos territoires. À commencer par un objectif que nous devrions atteindre le plus vite possible, c'est la couverture intégrale de notre territoire en très haut débit Internet. Aucune entreprise demain n'ira s'installer quelque part si elle n'a pas le très haut débit. Et donc, je ne sais pas quelles sont les initiatives que le département de la Manche prend en ce sens, sans doute importantes, Philippe Bas me le confirme, mais je pense que c'est une priorité. N'oublions pas non plus dans ces territoires, et dans cette politique d'aménagement du territoire, le monde agricole. Je sais qu'il y a des agriculteurs parmi vous, je sais que le département de la Manche est un grand département agricole, et je voudrais dire ici mon attachement aussi à l'agriculture française. C'est une chance extraordinaire pour la France d'être un grand pays agricole. Songez que d'ici 2050, ou d'ici la fin du siècle, on va avoir 10 milliards d'êtres humains à nourrir, 10 milliards de bouches à nourrir. Eh bien, les grandes puissances agricoles du monde, évidemment, auront un rôle particulier à jouer pour assurer cette nourriture de 10 milliards d'êtres humains. La France est une de ces grandes puissances. Elle a malheureusement reculé. Elle était la deuxième il y a quelques années. Nous ne sommes plus que la 5e aujourd'hui. Il faut arrêter ce déclin de la filière agroalimentaire et de l'agriculture française. Je sais les difficultés que ces filières rencontrent aujourd'hui. Certaines s'en tirent plutôt mieux, comme les filières céréalières ou viticoles. Le millésime 2015 en Bordelais sera excellent. Je vous conseille de
préparez vos achats lors des prochains primeurs. Très bonne année, très bel été, quantité, qualité, mais bon, il y a un vignoble en Normandie aussi. Oui. Si, il y a du vin partout en France. Sauf dans le Pas-de-Calais, paraît-il. On fait de la bière. Bref, cette filière se porte plutôt mieux que les autres. En revanche, nous savons que les filières animales, bovines, ovines, porcines, les filières du lait souffrent considérablement aujourd'hui. Et on a vu nos paysans manifester leur désarroi et leur colère dans la rue. Il faut leur prêter attention, il faut les mettre en situation de défendre leur position sur les marchés domestiques et de conquérir de nouveaux marchés. Il est donc indispensable de poursuivre la démarche d'organisation des filières, de réduire les charges, de simplifier les normes. Nos paysans étouffent de l'accumulation incessante de nouvelles normes. Et ce n'est pas toujours Bruxelles qui est responsable. Ce sont les normes françaises qui en rajoutent souvent une couche par rapport aux normes européennes. Donc, tenons-nous-en aux normes européennes sans en rajouter. Essayons de redonner un sens aussi à la politique agricole commune, en l'inscrivant dans un projet européen réaffirmé. Depuis quelque temps, elle tend à devenir une politique essentiellement à vocation sociale. Il faut qu'elle redégage des moyens financiers dans une perspective économique pour mieux prendre en compte la volatilité des prix ou les variations de revenus. Je voudrais simplement aussi lancer un appel à nos amis paysans, que je connais bien. Je sais qu'aujourd'hui, par désarroi, devant les difficultés qui s'accumulent, beaucoup sont tentés d'aller voir ailleurs. Et disons les choses clairement, de voter pour le Front National. Comment, lorsqu'on est agriculteur? Comment, quand l'agriculture française a bénéficié depuis la création du marché commun de ce qu'on appelait la politique agricole commune, voulue par le général de Gaulle, peut-on aujourd'hui aller voter pour un parti dont le projet consiste à nous faire sortir de l'Union européenne? Il y a quand même une contradiction absolue. Ressaisissons-nous et essayons de revenir à un vote plus responsable, c'est l'appel que je leur lance. J'ai également une pensée pour les pêcheurs, à qui nous avons demandé tant d'efforts au cours des 20 dernières années. La difficulté de leur profession et le courage dont ils témoignent forcent le respect. Je souhaite qu'ils cessent d'être les grands oubliés des politiques publiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette belle région, sur ce beau département, mais vous me permettrez peut-être de vous parler de notre sujet ce soir, de vous parler de la France. Vous êtes manchois, manchoises, vous êtes français, et donc la France est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. D'abord, soyons lucides, la France ne va pas bien. J'ai entendu avant-hier un président de la République hors sol nous expliquer que la France allait mieux. Je me demande où il a pêché ça. Pourtant, il se déplace beaucoup. Je me suis même demandé si on ne devrait pas remplacer le secrétaire général de l'Élysée par un tour opérateur. Parce que le président est omniprésent sur tous les territoires. Sans dire grand-chose d'ailleurs. Sauf que la France va mieux. Ce n'est pas vrai. La France ne va pas mieux. Notre économie est en panne. On se réjouit d'un taux de croissance cette année de 1,1%. La belle affaire. C'est moins que la moyenne européenne. Et c'est un taux de croissance qui ne nous permettra en aucune façon de faire reculer le chômage, dont vous avez vu la progression mois après mois. Plus de 5,5 millions de personnes si on totalise l'ensemble des demandeurs d'emploi de toutes catégories. Nos déficits ne sont pas maîtrisés. Et là encore, on nous raconte des salades. La seule économie réelle que je vois dans les budgets actuels, c'est les 11 milliards d'euros qu'on pique aux collectivités territoriales. Cela, on sait où les trouver. En revanche, les 50 autres millions, mystère. Le Haut Comité des finances locales, qui est chargé de donner son avis sur les lois de finances, l'a écrit de façon à peine déguisée. Et comme nos déficits ne sont pas maîtrisés, notre dette continue à progresser. Nous sommes pratiquement à 100% aujourd'hui de tout ce que nous fabriquons dans une année. Il suffirait que les taux d'intérêt, qui sont aujourd'hui à 0 ou à 1%, remontent d'un point pour que nous soyons complètement entraînés dans une sorte de faillite financière. Donc notre économie ne va pas bien. Et puis, notre société ne va pas bien non plus. Elle est un peu déboussolée aujourd'hui, apeurée, fracturée. Les antagonismes se tendent, la haine même se répand. Il m'arrive d'aller sur Twitter ou sur Facebook, c'est la poubelle. On y trouve vraiment un extrémisme, une radicalisation de nos concitoyens qui fait mal, qui font mal.
Tout cela parce que cette société a le sentiment de perdre ses repères et d'être, je le répète, un petit peu abandonnée. Voilà le constat que je dresse aujourd'hui. Mais je voudrais ajouter tout de suite une autre conviction qui n'est pas contradictoire avec la précédente. C'est que je refuse de céder à ce que j'ai appelé le nouveau politiquement correct, c'est-à-dire le déclinisme à la française. Vous avez un certain nombre d'intellectuels, ou de pseudo-intellectuels, qui passent leur temps à la télévision, à la radio, à vous expliquer que tout allait mieux avant, que l'âge d'or est fini, que la France est condamnée au déclin et que la civilisation occidentale s'effondre. Je n'en crois rien. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, avec toute la force de ma conviction, c'est que je crois que la France a tous les atouts et toutes les capacités pour rebondir et pour se remettre en scène, pour reprendre la bonne direction. Vous connaissez les atouts de la France, ils sont nombreux. Notre pays reste une très grande puissance économique, c'est la 6e du monde. 65 millions d'habitants, 6e puissance économique du monde. Les Anglais nous ont gratté une place, c'est bien à leur manière, comme ça, au bénéfice de l'évolution de l'euro. Mais nous sommes toujours la 6e puissance économique du monde. Nous avons une démographie positive. Nous renouvelons nos générations, ce n'est pas le cas de l'Allemagne. Et dans quelques années, il y aura plus de Français que d'Allemands. Un pays qui est en chute libre démographiquement est un pays, lui alors, en déclin. Ce n'est pas notre cas. Nous avons aussi beaucoup d'autres atouts. Nous sommes la première destination touristique du monde. Ce n'est pas rien. On sait bien pourquoi. C'est parce que nous avons un pays magnifique, avec une diversité de paysages et de cultures extraordinaires. Et parmi ce pays qui est la première destination touristique du monde, il y a une ville qui est la première destination européenne en 2015, c'est Bordeaux. Voilà. Beaucoup d'autres territoires sont évidemment attractifs et l'industrie touristique est une grande chance pour la France. On ne le dira jamais assez, vous le voyez bien ici avec cette merveille de l'Occident dont j'ai parlé tout à l'heure que constitue le Mont-Saint-Michel. Je pourrais ajouter beaucoup d'autres atouts, la qualité de nos infrastructures aussi, le fait que nous sommes une grande nation sur le plan international, avec un statut de membre permanent du Conseil de sécurité, mais je voudrais insister surtout sur la richesse principale qu'est la nôtre, ce que j'appellerais nos ressources humaines, c'est-à-dire notre jeunesse. Beaucoup de jeunes Français aujourd'hui sont en difficulté, je ne le sous-estime pas. Beaucoup décrochent à la sortie du lycée. Nous avons en ce moment une grenade dégoupillée sous les pieds avec ce qui se passe à l'entrée de l'université. Donc je ne mésestime pas les difficultés de la jeunesse. Mais nous avons aussi une jeunesse formidable, qui est ouverte sur le monde, dynamique, optimiste et entreprenante, entrepreneuriale. Le pays d'Europe où on crée le plus de nouvelles entreprises, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est la France. Ces fameuses start-up qu'on voit se développer dans beaucoup de secteurs et en particulier dans les technologies numériques. Donc nous avons là un potentiel de créativité tout à fait extraordinaire et j'ai salué tout à l'heure le dynamisme de nos PME. Voilà pourquoi je pense que la France aujourd'hui a tous les atouts pour rebondir à une condition, c'est qu'on change de politique et qu'on reprenne la bonne direction. C'est ce que je veux proposer aux Françaises et aux Français. Et si j'ai décidé d'être candidat d'abord aux primaires, dont on a parlé tout à l'heure, et ensuite aux élections présidentielles, c'est parce que j'aime mon pays. C'est parce que j'aime la France. C'est parce que je crois en l'avenir de mon pays. Je crois en l'avenir de la France, à condition qu'on la mette sur les bons rails et qu'on lui propose les bons choix politiques. Quels sont ces bons choix? J'aurai l'occasion, bien sûr, de le préciser tout au long des mois qui viennent. Je voudrais simplement, ce soir, vous rappeler quelques-unes de mes orientations principales. D'abord, l'emploi. L'emploi, c'est quoi? L'emploi, c'est la croissance. Et la croissance, c'est qui? Ce sont les entreprises. Il faut nous sortir de l'idée que ce sont les pouvoirs publics, les administrations ou le budget de l'État qui créent des emplois. On peut créer des emplois précaires, à coups de milliards. Et ce n'est pas ça qui donne de véritables perspectives à notre jeunesse. Ce sont les entreprises, il faut vraiment l'affirmer avec beaucoup de force, qui doivent être mises en situation de prendre des parts de marché, de se développer à l'exportation, de soutenir la croissance française et donc de créer des emplois. Comment? Eh bien, il faut leur donner de l'oxygène. Je passe mon temps à rencontrer des chefs d'entreprise, je le ferai encore demain matin à Granville, je les écoute, et tous m'adressent le même message. Encore tout à l'heure, à Saint-Jean, nous étouffons. Nous sommes dans un carcan réglementaire et fiscal qui nous empêche de prendre les initiatives que nous voulons prendre. Et donc, il faut libérer nos entreprises, leur donner plus de liberté. Les libérer du boulet des 35 heures. C'est fini les 35 heures.
C'est une vieille querelle du passé. Il faut laisser de la liberté de négociation dans l'entreprise. D'autant que les relations du travail, je ne sais pas si vous en êtes bien conscient, vont radicalement changer dans les années qui viennent. Le travail indépendant va prendre de plus en plus d'importance. Le salariat ne sera pas la seule façon de s'installer pour travailler ou d'entrer dans la vie active. Et à ce moment-là, les 35 heures prennent une grande part de leur signification. Il faut aussi donner plus de liberté avec moins de charges. Les efforts ont été faits en ce sens. Il faudra simplifier les charges qui continuent à peser sur les entreprises pour leur permettre d'être compétitives par rapport à leurs partenaires, non pas par rapport aux Chinois ou par rapport aux Philippins, mais par rapport aux Allemands ou aux pays qui nous entourent. Il faudra ensuite simplifier le code du travail. Encore tout à l'heure, l'entreprise dont je parlais me dit « Moi, je pourrais créer 50 emplois. Et je ne vais pas le faire. Je vais n'en créer que 15. Pourquoi? Parce que si demain, le marché se retourne, si j'ai moins de travail et que je dois adapter mes effectifs, c'est-à-dire, en français, licencier, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre et combien de temps ça va me coûter. Et donc, par précaution, je n'embauche pas autant que je pourrais le faire. Voilà pourquoi on ne crée pas d'emploi aujourd'hui. Donc, il faut faire sauter ce verrou. Ça n'est pas simple. Il faudra simplifier notre code du travail. Il n'y a rien de plus compliqué que de simplifier. On voit bien les points sur lesquels il faudra travailler. Le contrat de travail devrait fixer dès le départ les conditions de rupture dans l'hypothèse où, malheureusement, le travail ne peut pas continuer. Il faut aussi suspendre les effets fiscaux et sociaux des seuils qui, parfois, pénalisent les petites entreprises de 10 salariés ou plus ou de 50 salariés ou plus. Voilà toute une série de réformes à engager. La fiscalité, ensuite. Nous avons un impôt sur les sociétés qui est très supérieur à la moyenne européenne. Il faudra progressivement le rapprocher du taux moyen européen et le moduler, plus que ce n'est le cas aujourd'hui, en faveur des PME. C'est les PME qui créent des emplois, pas les entreprises du CAC 40. On en a besoin. Et c'est formidable pour la France d'avoir de grandes entreprises internationales ou multinationales. Mais ce n'est pas elles qui créent des emplois. Qui créent des emplois, ce sont les TPE, ce sont les PME, c'est les entreprises de taille intermédiaire, et c'est elles qu'il faut aider sur le plan fiscal, sur le plan aussi de leur financement. Il faut réorienter l'épargne des Français vers le financement de nos entreprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et des réformes fiscales seront nécessaires en ce sens. Voilà un peu les grands axes de ce que je souhaite faire pour redonner à nos entreprises de la liberté, des marges, parce qu'on a besoin de marge pour investir, une capacité d'investissement et une capacité d'innovation. La contrepartie, ce sera de mettre de l'ordre dans les dépenses publiques. Vous connaissez sans doute le chiffre. Aujourd'hui, 57% de tout ce que nous fabriquons dans une année, ce qu'on appelle le PIB, passe en dépenses publiques. L'État, les collectivités territoriales et l'ensemble de nos régimes sociaux. On ne pourra pas continuer à voir cette charge augmenter année après année, alors que la moyenne européenne doit être aux alentours de moins de 50%. Nous sommes à 57%. Un point, c'est 20 milliards. Le PIB français, c'est 2000 milliards, un peu plus. Donc un point, c'est 20 milliards. Il faudra donc engager une politique de meilleure maîtrise des dépenses publiques, celle de l'État. L'État n'a pas fait sa révolution numérique. Et puis il y a aussi des réformes plus simples à engager. Avant 2012, nous avions engagé un examen service par service de l'efficacité des services publics. Et ça nous avait amené à ne pas renouveler 150 000 emplois. Depuis 2012, on en a créé 80 000. Quand j'entends dire que tous les gouvernements font la même politique, non merci, c'est pas vrai. Nous avions une politique responsable et aujourd'hui c'est une politique irresponsable. Il faudra donc moderniser l'État. Sur les collectivités locales, j'ai dit ce que j'en pensais, c'est plutôt un contrat de stabilité qu'il faudra leur proposer. Et puis il y a l'immense masse des dépenses sociales. Je le dirai clairement, on m'a encore posé la question tout à l'heure, mais comment ferez-vous pour convaincre les Français de faire des réformes? Mais je leur dirai ce pourquoi je leur demande confiance. Et je dirai très clairement que l'âge légal de départ à la retraite devra progresser vers 65 ans, si on veut éviter des déficits et l'impossibilité de payer nos retraites. Vous avez vu qu'on a commencé à faire un pas dans cette direction, avec les régimes complémentaires, il y a quelque temps. Ensuite, l'indemnisation du chômage, on ne pourra pas indéfiniment, si nous arrivons à améliorer le marché de l'emploi, garder des indemnités pendant 2 ans au même niveau. Ce qui facilite parfois, il faut bien le dire, des abus. Il faudra qu'elles deviennent dégressives. Sur la santé, il y aura aussi beaucoup de choses à faire.
pour lutter contre certaines formes d'absentéisme. On a eu tort de supprimer par pure démagogie les journées de carence dans la fonction publique. Quand on avait instauré ces journées de carence, ça avait eu un effet immédiat sur l'absentéisme, en le faisant baisser. Dès qu'on les a supprimés, eh bien, naturellement, c'est reparti à la hausse. Vous voyez qu'il y aura beaucoup de réformes à faire dans ce vaste domaine que constitue la dépense publique. Ma deuxième priorité, d'abord plus de liberté pour nos entreprises, je l'ai dit. Ma deuxième priorité, ça sera plus de sécurité pour les Français. Il y a aujourd'hui un formidable besoin de sécurité chez nos compatriotes parce qu'ils voient bien les dangers auxquels ils sont confrontés. Bien sûr, le terrorisme qui pèse sur nous avec une menace de très haut niveau, mais aussi l'insécurité au quotidien, la délinquance ou, comme on dit, les incivilités. Eh bien, autant je suis favorable à un grand vent de liberté dans le secteur de l'économie, autant je pense que l'État doit être fort pour assumer ce qu'on appelle ses responsabilités régaliennes, c'est-à-dire ce que personne d'autre ne peut faire à la place. La défense nationale. Nous avons des militaires formidables. Ce sont des professionnels. Ils sont courageux. Ils assument les missions qu'on leur assigne. Par exemple, au Mali, bien en Syrie, dans nos avions. Mais on ne peut pas continuer à rogner année après année les crédits qui sont mis à leur disposition, au risque de voir leur capacité d'entraînement diminuer et leur matériel se dégrader. Il faudra sanctuariser les crédits de la défense nationale, parce que dans le monde où nous vivons, la France ne peut pas baisser la garde, naturellement. Sécurité intérieure aussi. Et la sécurité intérieure, c'est les moyens de la police et de la gendarmerie, c'est aussi la politique pénale. Nous avons aujourd'hui une politique pénale aberrante. Je la résumerai en quelques mots, c'est la politique de Mme Taubira. Il n'y a pas de place dans les prisons, et donc on ne met plus les gens en prison. Très exactement ce qui se passe, on invente des peines de substitution, la contrainte pénale, qu'on est incapable de surveiller et de faire respecter, et on arrive donc à une situation qui est aujourd'hui ressentie par les Français comme l'absence de réponse pénale à la délinquance. Il faudra changer tout cela. 70% des peines aujourd'hui prononcées ne sont pas exécutées dans les conditions où elles ont été prononcées. C'est-à-dire qu'elles sont aménagées, c'est-à-dire qu'elles sont allégées. Bien, je proposerai par exemple que le seuil à partir duquel on peut aménager les peines soit ramené de 2 ans à 1 an. Et en cas de récidive, à 6 mois. Comme c'était le cas par le passé, Mme Taubira fait l'inverse. Il faudra là aussi se donner les moyens de faire respecter la sécurité des Français. Et puis, nous voyons se développer des situations inacceptables, avec des zones de non-droit qui s'installent sur notre territoire. La jungle à Calais. Nos amis anglais, dans ce qu'on appelle les accords du Touquet, ils ne sont pas dans Schengen, mais ils ont dit le contrôle de nos frontières, ça va se faire en France. Donc ça se fait en France. Il y a un problème dont il faut rediscuter, naturellement. Et pas simplement en obtenant quelques contributions financières. Et puis, autre situation qui est profondément choquante, c'est ce qui s'est passé à force de laxisme il y a quelques jours à Misère, à Moiran, avant-hier, où on voit une communauté, il s'agissait de gens du voyage en l'espèce, saccager la gare, couper les voies SNCF, comme ça avait été fait d'ailleurs quelques temps auparavant, brûler des voitures, avec un chantage à la violence, en disant si notre ami en prison n'est pas libéré pour venir assister à des obsèques, eh bien nous reprendrons des manifestations violentes. C'est inacceptable. On ne peut pas laisser quelques groupes que ce soit sur le territoire national faire un chantage à la violence. Il faut que la force reste à la loi et que l'État se donne les moyens de faire respecter les décisions de justice. C'est une exigence absolue dans une démocratie. Pour ajouter au titre... On va ajouter aussi au titre de ses responsabilités régaliennes de l'État, sécurité extérieure, sécurité intérieure, contrôle des flux migratoires. Moi j'ai été désolé par le spectacle qu'a donné l'Europe devant la crise migratoire qui s'est déclenchée avec l'arrivée des réfugiés provenant de Syrie. On nous a parlé des quotas de répartition des nouveaux arrivants. Ok, quand on voit des enfants se noyer sur le bord des côtes turques, il ne viendrait avec personne l'idée de ne pas aider les familles, ça va de soi. En revanche, si on se borne de ce signal-là, venez, vous serez accueillis, on sera débordé. C'est exactement ce qui est arrivé en Allemagne. L'Allemagne a commencé par dire, nous sommes un grand pays généreux, venez.
Et quelques jours après, on a été obligé de fermer les frontières. Donc il faut que notre politique migratoire marche sur deux pieds. L'accueil de ceux qui ont droit à l'asile, parce que c'est une tradition de notre démocratie et c'est un engagement international que nous avons pris, mais les migrants économiques que nous n'avons pas les moyens d'accueillir compte tenu de la situation de l'emploi, eh bien il faut les bloquer à la frontière et les renvoyer chez eux. Et de ce point de vue, c'est là qu'il faut changer Schengen. On parle toujours de Schengen, 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 qui serait la source de tous nos maux. L'Angleterre a plein de difficultés, elle n'est pas dans Schengen, donc ça n'explique pas tout. Schengen, c'est deux choses. C'est la liberté de circulation à l'intérieur des pays de la zone. Moi, je considère que remettre des frontières entre la France et l'Allemagne, ce serait une régression terrible. Un retour en arrière de 50 ans. En revanche, continuer comme on le fait aujourd'hui à ne pas surveiller les frontières externes de la zone Schengen, ça ne peut plus durer. Je ne sais pas si Frontex, ça vous dit quelque chose, c'est l'agence européenne qui est chargée de contrôler les 7700 km de frontières terrestres de la zone Schengen, à l'extérieur, enfin, entre les pays de la zone et les pays de l'extérieur, et les 44 000 km de frontières maritimes, grâce aux îles grecques. Et vous savez quel est le budget de cette agence? 150 millions d'euros et le nombre de ses collaborateurs, 300. Ça ne peut plus durer. Ça fait des années et des années que nous réclamons la création de gardes-frontières européens, d'une police européenne des frontières et de gardes-côtes européens pour exercer un véritable contrôle de nos frontières. J'ajouterais qu'il faut ajouter à cela ce que j'ai appelé une politique de réadmission. Une grande partie de l'immigration aujourd'hui en France, elle ne vient pas des chrétiens d'Orient. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent chez nous. Hélas, peut-être. Encore que ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent rester sur leur terre, bien sûr. La plus grande partie de l'immigration, elle vient des pays des Balkans. Albanais, Kosovars, Serbes, Macédoniens. Hein. Ce sont des pays qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Nous leur donnons beaucoup d'argent pour qu'ils se préparent. Je ne suis pas d'avis d'ailleurs de les accueillir, parce que pour l'instant, l'Europe ne peut pas s'élargir, selon moi. Mais bon, c'est ce que nous faisons. Et en plus, ce sont des pays sûrs, où on ne persécute pas les gens. Le Kosovo a même été sous administration européenne pendant 2 ans. Eh bien, nous devrions conditionner notre aide à ce qu'ils traitent convenablement leur population pour qu'elle puisse rester chez elle, et à ce qu'ils les reprennent comme nous ne pouvons pas les garder. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut que nous ayons une politique européenne qui change totalement d'orientation. La France devrait y être beaucoup plus attentive et beaucoup plus exigeante. Un État fort, c'est enfin un État qui fait respecter la laïcité. Et je sais que c'est une préoccupation fondamentale des Françaises et des Français aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Parfois du mal à la définir. Je disais l'autre jour dans une réunion où j'étais avec des enseignants, mais il faudrait peut-être expliquer aux profs qu'est-ce que c'est que la laïcité. Fiche, ça. S'ils ne savent pas ce que c'est que la laïcité, il faut vraiment retourner à l'école. Hein. Pour moi, c'est très clair. C'est deux choses, la laïcité. La République garantit à chacun de ses citoyens la liberté de religion. On peut embrasser la religion de son choix et exercer la religion de son choix. Ou aucune religion. Et c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen depuis 1789. Mais, en retour, la laïcité, c'est la séparation entre le spirituel et le temporel, comme on dit souvent, c'est-à-dire qu'aucune religion ne peut imposer sa loi à la République et que toutes les religions doivent respecter strictement les lois de la République, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes. Là-dessus, il faut que nous soyons intelligents, mais intransigeants. Et on peut être intransigeant de manière intelligente, enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà un peu ce que j'entends par un État fort, et ce sera l'objet du livre que je publierai au mois de janvier prochain, en reprenant ces propositions et en les détaillant de façon plus exhaustive. Troisième grand objectif, j'ai dit liberté pour les entreprises. Pardon? J'ai oublié quoi? Ah, j'ai pas entendu. Mais j'ai pas entendu quoi? J'ai dit première entreprise de France, c'est quoi? Ah oui, mais attendez, bien sûr, là vous me prenez un peu à contre-pied. Quand j'ai parlé des entreprises, des TPE et des PME, naturellement, il y a les artisans et les commerçants, bien sûr. J'ai parlé des paysans, pardon, j'ai pas parlé des... Je suis parfaitement conscient, en tant que maire de Bordeaux, que l'artisanat est le premier employeur de France. Donc voilà, je vous rends ce point volontiers. J'en étais à ma troisième priorité, qui est l'éducation. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup, puisque je viens de publier un livre à ce sujet. Je voudrais simplement insister sur un point
qui peut rejoindre d'ailleurs les questions de l'artisanat. J'ai fait beaucoup de propositions dans ce domaine. Ceux qui ne m'ont pas lu m'ont trouvé timoré, et ceux qui m'ont lu m'ont trouvé révolutionnaire. Je me suis dit que j'étais entre les deux, vraisemblablement. Je vous conseille de le lire. Et je voudrais simplement insister sur un point qui est l'une des 5 grandes propositions que je fais, c'est la remise à l'honneur des filières professionnelles et de l'apprentissage. Je vous disais tout à l'heure que nous avions une grenade dégoupillée sous nos pieds, c'est ce qui se passe à l'entrée de l'université. Nous avons désormais 80% de jeunes qui ont le baccalauréat. Et avec le baccalauréat, on peut s'inscrire à l'université sans avoir à passer aucune autre formalité, puisque vous savez que la sélection est un tabou national. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que j'ai entendu dans la bouche d'un professeur à la radio, c'était à Nantes, je crois. Jeunes gens, jeunes filles, il y a 300 places dans l'amphithéâtre, vous êtes 500, il y en a 200 qui doivent sortir. Donc on inscrit des jeunes dans des filières et on leur annonce le jour de la rentrée qu'on ne peut pas les enseigner. Ça ne peut pas durer. Il faut évidemment, sinon sélectionner, du moins orienter. Et ça commence très tôt, ça commence dès le collège. Et c'est pour ça que je veux faire de l'apprentissage et de l'enseignement en alternance une grande cause nationale. Tout le monde le dit et on fait l'inverse. Le nombre d'apprentis a baissé l'année dernière. Il faut donc faire sauter les verrous à l'apprentissage et il y en a beaucoup. Il y a des verrous dans les familles. Quand on dit à une famille, votre enfant, il n'est pas fait pour préparer Polytechnique ou je ne sais quoi, mais il faudrait mieux l'orienter vers un lycée professionnel ou vers un CFA, c'est souvent ressenti comme une catastrophe. C'est absurde. L'autre jour, j'ai visité un CFA à Dijon, c'était un CFA lié à un lycée d'enseignement professionnel hôtelier, et j'ai été discuter avec des jeunes apprentis. Parmi eux, il y avait des jeunes qui préparaient le métier de boucher. Ben, ces jeunes, voilà, ils vont trouver du boulot, parce qu'on en manque. Et puis ils sont heureux dans leur métier, parce qu'ils ont une formation qui est à bon niveau. Pourquoi considérer qu'orienter des jeunes dans des formations professionnelles de ce type, c'est une catastrophe? Moi, je pense que les orienter vers une université où au bout de 3 ans, ils se retrouveront sans aucun diplôme, ça c'est la catastrophe. Donc il faut remettre à l'honneur ces filières d'apprentissage et d'alternance auprès des familles. Ça veut dire qu'il faudra faire sauter les verrous dans l'éducation nationale aussi, qui ne voit pas toujours d'un très bon œil les entreprises s'occuper de la formation de nos jeunes. Et puis dans les entreprises qui ont souvent des difficultés à accueillir des apprentis, c'est pour moi quelque chose d'essentiel et cela permettra de remettre l'artisanat, comme vous l'avez souhaité, madame, au niveau où il doit être. Enfin, ma 4e priorité, je serai plus bref là-dessus, c'est l'Europe. Est-ce qu'il faut en parler? Ça me rappelle un souvenir, ça, que je livre à Philippe Bas. En 1997, Jacques Chirac, avec mon accord, a dissous l'Assemblée nationale. Et je savais pourquoi, moi, j'étais pour. C'est parce qu'en 1998, il fallait être qualifié pour l'euro. Et comme il fallait faire encore un gros effort, collectif, national, de rigueur, mon idée, c'était de dire aux Français, voilà, on vous propose cet objectif. Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner et à faire les efforts nécessaires pour entrer dans l'euro? Le conseiller en communication de Jacques Chirac, paix à ses cendres, pas Jacques Chirac, à son conseiller naturellement, longue vie à Jacques Chirac, nous a dit, ah mais non, il ne faut pas parler de l'Europe parce que c'est pas populaire. Et donc on a fait une campagne où on n'a pas parlé de l'Europe. On a parlé de quoi? De rien. Et les Français se sont dit, mais pourquoi ils ont dissous? Quel est l'objectif? Quelle est la manœuvre? Et le résultat, c'est qu'on a perdu. Voilà, je vous livrais cette confidence à propos de mon interrogation d'aujourd'hui. Je vois bien que l'Europe, aujourd'hui, n'a pas la cote. Et que partout, autour de nous, les partis anti-européens sont en train de prospérer. Eh bien, moi, je ne m'y résigne pas. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'imagine pas que dans le monde dans lequel nous vivons, la France puisse sortir de l'Europe. Ce serait un cataclysme, y compris dans notre relation avec l'Allemagne. Il faut donc relancer un projet européen. Il faut redonner envie d'Europe aux Françaises et aux Français. Et pas simplement avec des mesures techniques. Bien sûr qu'il va falloir mieux faire fonctionner la zone euro. Et qu'on ne peut pas continuer à fonctionner avec des systèmes fiscaux et sociaux aussi divergents que ceux des différents pays de la zone. Moi, j'ai dans le collimateur une directive européenne qui me semble aberrante, c'est celle sur le détachement des salariés. Vous savez comment ça fonctionne? Quand on est une entreprise française, on peut faire venir de Pologne un travailleur détaché en le payant au SMIC français, mais en payant les charges sociales de Pologne.
C'est évidemment une distorsion de concurrence qui donne lieu à toutes sortes d'abus. Il faut revoir cette directive et faire en sorte qu'en France, à salaire égal, à travail égal, salaire égal et cotisation sociale égale. Donc vous voyez qu'il y a des choses à faire en Europe. Et plein d'autres harmonisations à faire au sein de la zone euro. Mais mon idée, c'est que on ne va pas faire, j'allais utiliser un mot vulgaire, mais on ne va pas remobiliser les Français à partir de l'harmonisation des charges fiscales et sociales. Il faut faire aimer à nouveau l'euro. Et pour qu'on l'aime, il faut qu'on en voit... Oui, vous aviez trouvé le mot, c'est ça. Il faut qu'on en voit la nécessité, le sens. Et le sens profond, c'est que nous avons des choses en commun entre pays européens. Nous avons des valeurs communes, nous avons une histoire commune, une culture commune. Je serais tenté de dire une civilisation européenne commune, qui doit être le support d'un projet politique commun entre les Européens. La France a un rôle déterminant à jouer, parce que ça ne se fera que si la France est capable de convaincre l'Allemagne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut donc que la France remonte sur son cheval, retrouve sa crédibilité et propose ce projet commun avec l'Allemagne qui devrait déboucher sur une défense commune. Il faut mutualiser nos moyens de défense devant tous les défis que nous lance le monde contemporain. Voilà ce sur quoi je voudrais faire partager ma conviction et mon enthousiasme aux Français. Recréons un désir d'Europe et un élan européen. Voilà, mes chers amis, ce que le moment venu et le moment va venir, d'ici quelques mois maintenant, je souhaite proposer aux Français. La clé de tout tient dans un mot presque magique, pour lequel il n'y a pas de recette claire, c'est la confiance. Les Français, aujourd'hui, ont perdu confiance. Ils n'ont plus confiance dans leurs gouvernants, ils sont rejetés, toutes catégories confondues d'ailleurs, parfois dans un bel amalgame. Ils n'ont plus confiance les uns dans les autres, ils se méfient les uns des autres. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, ils pensent que la France est un pays en déclin. Ils n'ont plus confiance dans l'avenir, dans lequel ils voient des menaces plutôt que des promesses. Et bien, tant que nous n'arriverons pas à casser ce climat de méfiance et de défiance, pour y substituer la confiance, nous ne repartirons pas de l'avant. Et ce que je veux proposer aux Français, c'est précisément de construire avec eux une société de confiance. Le problème, c'est que ça ne se fait pas dans un texte de loi. Il ne suffira pas de déposer un texte au Parlement, article 1er, la confiance est rétablie en France. Ça ne marchera pas comme ça. La confiance, ça se crée, ça ne se décrète pas. Et c'est difficile à créer. Confiance des gouvernants et des gouvernés les uns envers les autres, et pour ça, mon idée, c'est de dire la vérité. Si on veut susciter la confiance des Françaises et des Français, il ne faut pas leur donner le sentiment qu'on va les mener en bateau. Il faut leur dire clairement ce qu'on a l'intention de faire, même si c'est difficile et même si ça peut être impopulaire. Très récemment, un de mes amis me disait « Oui, sur ce sujet, voilà, n'en parle pas trop, au lendemain de l'élection, tu feras un groupe de travail et boum, tu feras les réformes. » Non. Je lui dis « Je ne ferai pas ça. » Parce que pour moi, c'est un coup, une fois, c'est tout. Hein. Je ne ferai pas un deuxième mandat. Donc si je ne réussis pas cette fois-là, je n'aurai pas de roue de secours, enfin de séance de rattrapage. Donc je dirai la vérité tout de suite, et j'ai dit tout à l'heure un certain nombre de vérités, en demandant aux Français, voilà, je vous demande votre confiance, faites-moi confiance. Il faut aussi rendre aux Français confiance en eux-mêmes, et ça c'est l'éducation qui doit jouer un rôle important, confiance les uns dans les autres. Nous sommes divers, nous ne sommes pas tous pareils, nous avons des origines différentes, nous n'avons pas tous la même religion, pas tous la même couleur de peau. La France n'est pas un pays de race blanche, naturellement. Qu'est-ce qu'on va dire aux Antillais, aux Martiniquais, aux Réunionnais, hein, qui sont parfois français depuis plus longtemps que certaines provinces françaises. Bon, c'est pas la peine d'aller couper des têtes à cause de ça. Enfin, quand même, revenons à l'essentiel. La France est un pays divers, mais la diversité ne peut fonctionner que si nous partageons un bien commun, que si nous avons quelque chose à quoi nous croyons ensemble, qui nous unit. Et ce bien commun, c'est quoi? C'est notre histoire. Il faut apprendre l'histoire aux petits Français. Et dans cette histoire, je l'ai écrit, je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a des racines chrétiennes en France. Comment voulez-vous que les Français d'aujourd'hui comprennent nos chemins et leurs calvaires, nos villages et leurs églises, nos villes et nos cathédrales, les crucifixions, les annonciations de nos grands peintres, les messes ou les requiems de nos grands musiciens, s'ils n'ont pas une teinture de ce que c'est que l'histoire chrétienne de la France? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut imposer, évidemment,
la foi chrétienne à ceux qui ne l'ont pas. Il faut aussi apprendre l'histoire des autres religions. Ce n'est pas un catéchisme, mais c'est une transmission de la culture et de l'histoire, et ça, c'est notre bien commun. Il y a la langue aussi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu à Bordeaux un comédien qui s'appelle Robert Renucci, que vous avez peut-être vu dans des films ou à la télévision. Il m'a fait un plaidoyer extraordinaire pour la langue française. C'est un bien précieux, la langue française. Quand on met dans un contrat d'accueil et d'intégration de l'étranger qui arrive en France la nécessité de connaître la langue et qu'il passe des tests de langue, il ne faut pas se contenter de savoir s'il a passé les tests. Il faut vérifier qu'il les a réussis. Parce qu'être français, c'est parler français. C'est aussi partager ce bien absolument essentiel qu'est la langue française. J'ai rien contre le breton et le normand. Hein. Mais enfin, dans la Constitution française, la langue de la République, c'est la langue française. Voilà un peu des choses que nous avons en commun, puis les valeurs de la République, les valeurs des Lumières. Il y a l'histoire chrétienne de la France, il y a aussi les Lumières, hein, qui font partie de notre bien commun. Et puis il y a les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire, laïcité? Il faut qu'un imam qui prêche en France sache ce que ça veut dire, laïcité. Il faut donc vérifier qu'il a reçu la formation adéquate, parce que ça fait partie du bien commun de la nation, ça. Si on veut être ensemble, eh bien, il faut partager ce bien commun. Voilà comment rétablir, je crois, la confiance entre nous, et puis confiance dans l'avenir. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Je sais bien qu'on peut aller dans le mur. Hein. Si on ne fait rien à Paris au mois de décembre prochain, si on ne prend pas des mesures strictes pour limiter les gaz à effet de serre, alors peut-être que d'ici 2040 ou 2050, c'est pas la France qui sera en cause, c'est le monde, c'est la planète. Donc il y a des menaces dans l'avenir, bien sûr, mais il y a aussi des promesses extraordinaires. Une de ces promesses me fascine, c'est la révolution numérique, dont nous n'avons vu que le début du commencement. Ça va tout changer dans nos vies. L'éducation, la médecine, le commerce, l'industrie, la gestion de nos villes. Et ça peut être formidable, à condition de la maîtriser, cette technologie, et de ne pas être les esclaves. Donc n'ayons pas peur de l'avenir, et ça sera au nom du mot d'ordre. Ayons confiance, faisons-nous confiance les uns dans les autres pour bâtir un pays qui retrouve la confiance en lui et qui reprenne la place qui doit être la sienne en Europe et dans le monde, c'est-à-dire une des toutes premières. Et ça commence en décembre avec la Manche et la Normandie. Donc je reviens aux élections régionales. Faisons confiance à Hervé Morin et à David Marguerite pour une Normandie conquérante, c'est votre mot d'ordre. Vive la Normandie et vive la France! Attends, ça va être foutu. Ah, on va prendre le micro dans l'aile.